Certaines forêts tropicales sont magnifiques en photo, mais peuvent être dangereuses si tu ne les connais pas bien. Je ne parle pas de monstres dans la forêt, mais le vrai danger ici vient de la chaleur extrême, des changements rapides de temps, des animaux venimeux, des plantes dangereuses, des maladies et des endroits difficiles d'accès pour les équipes de secours. La forêt tropicale de Daintree, dans le Queensland en Australie, est un lieu où il faut être très prudent. Elle fait partie des tropiques humides du Queensland, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est aussi l'une des plus anciennes forêts tropicales du monde. Les plantes de cette région proviennent d'un écosystème très ancien qui existait bien avant l'apparition des êtres humains. Mais cela ne veut pas dire que rien n'a changé ici pendant des millions d'années. Les plantes, les animaux, les rivières et le climat continuent d'évoluer dans cette région. On l'appelle simplement forêt tropicale ancienne parce qu'il y a une forêt tropicale dans cette région depuis très longtemps. Les arbres sont denses à Daintree. Il y fait chaud et l'humidité est élevée. À cause de cela, le corps humain se fatigue et se déshydrate plus rapidement, surtout lorsqu'on marche longtemps. Le sentier peut devenir glissant à cause de la pluie, la boue, les racines et les pierres mouillées. Même une simple glissade peut devenir un problème sérieux lorsque tu es loin de la route et qu'il n'y a pas de secours rapide. Mais l'un des plus grands dangers se trouve dans les rivières, les ruisseaux, les mangroves et les côtes. C'est là que vit le crocodile marin. C'est le plus grand reptile vivant au monde. Il peut rester presque immobile dans l'eau en attendant qu'un animal s'approche. Comme seuls ses yeux et une partie de sa tête dépassent, il est difficile de le voir dans une eau trouble ou sombre. Le nom crocodile marin ne signifie pas non plus qu'il vit uniquement dans la mer. On le trouve aussi dans les rivières, les estuaires, les marais et d'autres zones d'eau douce. En mai 2016, une femme a été entraînée par un crocodile alors qu'elle marchait dans les eaux peu profondes de Thornton Beach, qui fait partie du parc national de Daintree. C'était la nuit et son accompagnateur a essayé de la sauver, mais il n'a pas réussi. Un crocodile peut attaquer depuis les eaux peu profondes, surtout lorsqu'il fait sombre, que c'est calme et qu'il est difficile de voir le fond. C'est pourquoi les autorités dans les régions à crocodiles donnent un avertissement clair. Ne vous approchez pas du bord de l'eau. Ne nagez pas sans confirmation. Assurez-vous que l'endroit est sûr et suivez tous les panneaux d'avertissement. Mais il n'y a pas que les grands animaux dont il faut se méfier dans la Daintree. Il y a aussi une plante ici qui ressemble à une simple grande feuille. On l'appelle le gympie ou l'arbre urticant. Ses feuilles et branches sont couvertes de fins poils en forme d'aiguille. Lorsque ces poils touchent la peau, ils peuvent pénétrer et libérer une toxine qui affecte les nerfs. Cela peut provoquer une douleur et une brûlure intense. Selon le Centre d'information sur les poisons du Queensland, la douleur peut durer plusieurs jours et parfois revenir après plusieurs mois. Il est donc dangereux de toucher les feuilles à main nue. Même sans épines visibles, de petits poils peuvent rester sur les vêtements ou objets. Si on les touche à nouveau, la peau peut recommencer à faire mal. Un autre animal bien connu de cette forêt tropicale est le cassoar à casque. C'est un grand oiseau incapable de voler. Il peut atteindre près de 2 mètres de haut, et les grandes femelles peuvent peser jusqu'à 70 kilos. Il a des pattes robustes et de longues griffes. Lorsqu'il se sent menacé, il peut donner des coups de pied et causer de graves blessures. Le cassoar sauvage évite généralement les humains, mais il peut attaquer s'il est nourri, poursuivi, dérangé ou approché de trop près. Un décès a été enregistré dans le Queensland en 1926. Un adolescent et son frère ont tenté de blesser un cassoar. L'oiseau s'est défendu et a tué l'un des frères. Cela signifie que le cassoar devient dangereux lorsqu'il est forcé de se battre. Mais ce n'est pas un monstre qui cherche délibérément des humains à attaquer. En fait, le cassoar est également important pour la santé de la forêt tropicale. Il mange de gros fruits et transporte les graines vers d'autres parties de la forêt. Il y a même certaines grosses graines qu'il peut disperser très loin. Il existe aussi des histoires sur une créature étrange appelée yowie qui serait également cachée dans les forêts d'Australie. Mais il n'existe toujours aucune preuve scientifique solide confirmant que cet animal est réel. Cependant, le danger dans la forêt de Daintree ne vient pas du fait que la forêt lutte intentionnellement contre l'homme. Il s'agit plutôt d'une protection naturelle des plantes et des animaux. Par exemple, le gympie possède de très petits poils sur ses feuilles et ses branches. Ceux-ci ressemblent à de minuscules aiguilles. Lorsqu'ils touchent à la peau, ils peuvent pénétrer et libérer une substance chimique qui envoie un signal de douleur intense aux nerfs. Il est difficile d'enlever ces petits poils, car ils peuvent se casser et rester dans la peau. Ainsi, le simple fait de toucher la mauvaise feuille peut provoquer une douleur persistante.
Le casoar, quant à lui, n'est pas un oiseau ordinaire. Comme tous les oiseaux modernes, il fait partie du dernier groupe vivant de dinosaures. Les pattes du casoar sont puissantes et il court très vite. Il possède également une longue griffe acérée sur son doigt central. Lorsqu'il est acculé, poursuivi ou nourri, il peut devenir agressif. Il est donc préférable de s'éloigner, de ne pas bloquer son chemin et de ne pas essayer de s'approcher ou de l'effrayer. D'autres dangers, moins visibles, existent aussi dans la forêt tropicale. La chaleur et l'humidité favorisent la prolifération de bactéries et de champignons. Une petite blessure peut s'irriter ou s'infecter si elle est remplie de boue et n'est pas nettoyée immédiatement. Ici, il n'y a pas que les plantes et les animaux qui posent pas problème. Il y a aussi les montagnes escarpées, les rivières déchaînées, la boue profonde, le crime organisé et presque l'absence de secours rapide. Voici le bouchon du Darien. Il se trouve entre la Colombie et le Panama. C'est la partie dense de la forêt qui sépare l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. Quand on regarde la carte, on dirait que les routes relient tout l'Amérique du Sud à l'Amérique du Nord. Mais il manque une partie. Le bouchon du Darien est le seul obstacle majeur. C'est l'interruption de la route panaméricaine. L'autoroute se termine au Panama et ne continue pas directement en Colombie. Cela signifie qu'il n'y a pas de route normale praticable par des véhicules au milieu de la forêt. Ce n'est pas parce que personne ne sait construire une autoroute. L'endroit est tout simplement très difficile. Il y a des montagnes, des rivières, des marécages, une forêt dense et un sol qui devient rapidement de la boue profonde lorsqu'il pleut. Construire une route ici nécessiterait des dépenses énormes et un entretien constant. Il y a aussi un problème environnemental. Une partie du Darien est constituée de forêts protégées importantes et abrite de nombreuses plantes et animaux. Il y a aussi des communautés autochtones qui vivent dans la région depuis longtemps. Une autre raison explique pourquoi l'autoroute n'est pas simplement prolongée. Le manque de route a servi de barrière contre la propagation de certaines maladies animales de l'Amérique du Sud vers l'Amérique centrale et l'Amérique du Nord. C'est pourquoi le bouchon du Darien n'est pas un simple problème que l'ingénierie moderne ne peut pas résoudre. L'homme est capable de construire une route ici. Mais cela coûterait extrêmement cher et pourrait causer d'énormes dégâts à l'environnement et aux communautés. De nombreuses expéditions ont déjà tenté de traverser en véhicule. La plupart du temps, il ne s'agit pas de rouler sans interruption. Il faut couper la végétation, construire des ponts temporaires, creuser dans la boue. Et parfois, il faut porter ou tirer le véhicule. Même si une expédition parvient à traverser, cela ne signifie pas que la route peut être utilisée comme une autoroute régulière. Il est encore très difficile de traverser ici, mais aujourd'hui l'histoire la plus douloureuse du Darien ne concerne plus les véhicules. Cela concerne les migrants qui traversent à pied. Ces dernières années, des centaines de milliers de personnes ont emprunté cette route. Beaucoup viennent du Venezuela, d'Haïti, d'Équateur, de Chine et d'autres pays. Leurs raisons sont différentes. Certains fuient de la pauvreté, les conflits, la discrimination ou le chômage. D'autres espèrent atteindre les États-Unis ou un autre pays pour commencer une nouvelle vie. Mais avant d'y arriver, ils doivent affronter le Darien. Il n'y a pas de sentier sûr et bien défini à suivre. Parfois, la marche dure plusieurs jours. Pour d'autres, cela peut prendre plus d'une semaine selon la pluie, l'itinéraire, l'âge, la santé et le poids des bagages. Ils doivent traverser des chemins escarpés et boueux. Quand il pleut, l'eau peu profonde peut se transformer en une rivière déchaînée et il est facile de glisser dans la boue. Quand on se blesse aux pieds, chaque pas devient plus difficile. La nourriture et l'eau potable s'épuisent aussi rapidement. Boire l'eau d'une rivière sale peut provoquer la diarrhée et la déshydratation. Il y a aussi un risque de paludisme et d'autres maladies transmises par les moustiques. Le risque est plus élevé pour les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les malades. Certaines personnes ne peuvent plus continuer à marcher. Ils laissent leurs vêtements, sacs, chaussures, jouets et d'autres affaires pour alléger leur charge. C'est pourquoi on voit beaucoup d'objets le long des sentiers qu'ils ont empruntés. Mais tout ce qui est laissé derrière n'est pas que des déchets. Certains objets montrent qu'une personne était fatiguée, épuisée, blessée, isolée ou n'a pas pu continuer. Il existe aussi un danger venant d'autrui. Selon les rapports des Nations Unies et des organisations humanitaires, certains migrants ont été victimes de vols, de violences sexuelles et d'intimidation de la part de groupes criminels. Il est difficile de demander de l'aide car l'endroit est éloigné et il y a peu ou pas de réseau. Lorsqu'une personne disparaît, il n'est pas facile d'envoyer un hélicoptère ou une équipe de secours. La forêt est dense et il y a peu d'endroits où l'on peut atterrir. On ne connaît pas non plus le nombre réel de personnes qui y meurent.
Selon l'Organisation internationale pour les migrations, de nombreux décès pourraient ne pas être enregistrés car les corps ne sont pas retrouvés dans la forêt dense et les rivières puissantes. En 2024, l'organisation a enregistré un nombre record de 174 décès de migrants sur la route du Darien. Mais il est possible que le nombre réel soit encore plus élevé. Il ne faut pas considérer ces migrants comme des personnes qui ont simplement choisi de prendre des risques. Beaucoup d'entre eux savent que la route est dangereuse. Mais pour eux, il est encore plus effrayant de rester là d'où ils sont partis. C'est la raison pour laquelle ils continuent de traverser malgré la boue, la maladie, les criminels et la possibilité de ne pas en sortir vivant. Dans le bouchon du Darien aussi, il est facile de se perdre même si tu as de l'expérience dans la jungle. La végétation est dense et chaque direction semble presque identique. Lorsque le sentier disparaît à cause de la pluie, de la boue ou d'un arbre tombé, une personne peut tourner en rond et revenir sur ses pas sans même s'en rendre compte. Ce n'est pas parce que la forêt bouge ou qu'une force mystérieuse égare les gens. C'est simplement que les repères clairs disparaissent. Il y a peu de points de repère à utiliser comme guide. On ne voit pas la montagne ou le soleil parce qu'ils sont cachés par les arbres. Le son peut aussi changer à l'intérieur d'une forêt dense. Les cris ou les pas peuvent rebondir sur les arbres, ce qui rend difficile de savoir d'où ils viennent. Lorsqu'une personne est fatiguée, affamée, effrayée et manque de sommeil, elle se désoriente plus facilement. Il peut penser que quelqu'un le suit ou qu'il entend des voix, alors qu'il ne s'agit que du bruit d'un animal, de l'eau, du vent ou de plantes qui bougent. Il n'est pas nécessaire d'avoir une explication surnaturelle. La fatigue et la perte de repères suffisent à rendre la forêt dangereuse. Le sol reste instable dans certaines zones du Darien, souvent escarpées, boueuses et sujettes aux inondations. Par forte pluie, les sentiers disparaissent vite et le niveau de la rivière monte. Avec la forte humidité, les vêtements et les chaussures restent souvent mouillés. Lorsque la peau reste longtemps exposée à l'eau, il est plus facile d'avoir des plaies, des ampoules et des infections. Il y a aussi des serpents venimeux dans la région, y compris le fer de lance ou Terciopelo. Il se cache généralement dans l'herbe, les feuilles et sur les bords du sentier. Il peut mordre lorsqu'on marche dessus ou qu'on s'en approche trop. Son venin peut provoquer un gonflement, des saignements et la destruction des tissus. Un traitement médical et un antivenin sont immédiatement nécessaires. Voilà le problème dans le Darien. Même s'il existe un remède, l'hôpital peut être très éloigné. Certains insectes pondent des œufs sur la peau des humains ou des animaux, comme la dermatobie humaine. Sa larve peut grandir sous la peau avant d'être retirée. Cela peut sembler effrayant, mais c'est généralement traitable si c'est détecté et nettoyé correctement. L'eau sale représente un danger encore plus grand. Lorsqu'une personne n'a pas assez d'eau propre, elle peut être obligée de boire de l'eau d'une rivière ou d'un ruisseau. Cela peut contenir des bactéries, parasites ou déchets d'autres personnes ou animaux. En cas de diarrhée sévère et de vomissement, le corps perd rapidement de l'eau. Dans un endroit chaud et éloigné de toute aide médicale, une simple infection de l'estomac peut devenir grave. Maintenant, allons dans une autre jungle. Il y a une autre jungle où tu ne devrais pas aller, même si tu es un excellent explorateur. Ce n'est pas parce que le chemin est très difficile, mais parce qu'il y a des gens qui y vivent et qui ne veulent clairement pas de contact avec l'extérieur. C'est l'île North Sentinel. Elle se trouve dans les îles Andaman et Nicobar, qui appartiennent à l'Inde. Elle est entourée de mers, récifs coralliens et végétation dense. C'est ici que vivent les Sentinéliens, l'un des groupes indigènes les plus isolés au monde. On sait très peu de choses sur eux avec certitude. On ne connaît pas leur nombre exact, leur langue, leurs croyances ou l'ensemble de leur mode de vie. Il est également incorrect de les qualifier de personnes restées à l'âge de pierre. Ils ne vivent pas dans le passé. Ils vivent dans le présent en utilisant des méthodes adaptées à leur île. Il existe également des preuves qu'ils utilisent du métal provenant d'objets échoués ou trouvés, endommagés près du rivage. Ils ont clairement montré à plusieurs reprises qu'ils ne veulent pas de contact. Lorsqu'un bateau ou des personnes s'approchent, ils peuvent exhiber des armes et tirer des flèches en guise d'avertissement. C'est pourquoi l'Inde interdit strictement l'approche et l'entrée sur leur territoire protégé. La loi n'est pas seulement là pour protéger les visiteurs. Plus important encore, elle protège les Sentinéliens contre les maladies et les ingérences forcées. En 2018, un missionnaire américain nommé John Allen Chau a secrètement tenté de se rendre sur l'île. Il aurait payé des pêcheurs pour l'emmener près de North Sentinel. De là, il a utilisé une petite embarcation pour s'approcher du rivage. Son objectif était d'entrer en contact et d'introduire le christianisme aux habitants de l'île. Mais la réponse des Sentinéliens a été claire.
Lors de sa première tentative d'approche, il a essuyé des tirs de flèches. Selon son journal, une flèche a touché la Bible qu'il portait. Il a réussi à s'échapper la première fois. Mais il est revenu. Lors de sa dernière visite, il a dit aux pêcheurs de ne plus l'attendre. Plus tard, ils ont rapporté avoir vu les habitants de l'île traîner son corps sur la plage. Les autorités n'ont pas pu récupérer sa dépouille. Ce n'est pas faute de capacité de l'Inde. Ils ont choisi de ne pas envoyer une grande force qui pourrait provoquer de la violence, des maladies et un plus grand danger pour les sentinelles. Il est important d'éliminer les fausses histoires à leur sujet. Il n'y a aucune preuve qu'ils pratiquent des sacrifices mystérieux dans la forêt. Il n'y a également aucun fondement aux histoires sur un temple secret ou des rituels étranges contre les avions. Ces histoires proviennent de spéculations, car presque aucun étranger ne connaît vraiment leur culture authentique. Il n'est pas juste non plus de les qualifier simplement de cruels. De leur point de vue, ceux qui s'approchent sont des étrangers qui pénètrent dans leur foyer, alors qu'il est clair qu'ils ne souhaitent pas établir de contact. Et ils ont de bonnes raisons d'éviter le contact. Un étranger peut apporter la grippe, la rougeole ou d'autres maladies courantes. Parce qu'ils ont été isolés des grandes populations pendant longtemps, ils peuvent ne pas avoir une immunité suffisante contre certaines infections. Cela ne veut pas dire qu'ils seront forcément anéantis par un simple rhume. Mais il existe un réel danger que la maladie se propage rapidement dans une petite communauté ayant un accès limité à la médecine moderne. Cela est déjà arrivé dans d'autres communautés autochtones isolées. Après le contact, de nombreuses personnes sont mortes à cause des maladies apportées par des étrangers. C'est pourquoi la meilleure façon de protéger les sentinelles est de les laisser vivre selon leur propre choix. Il est aussi difficile d'approcher l'île entourée d'une barrière de corail. À marée basse, des parties peu profondes et pointues apparaissent, ce qui peut endommager les bateaux. Il n'y a pas non plus de port adéquat. Les fortes vagues et les changements de marée persistent. Cela rend l'accostage en toute sécurité difficile. À l'intérieur, la forêt est dense. Mais la barrière la plus puissante de North Sentinel n'est ni le corail ni les arbres. C'est le refus clair des habitants qui y vivent. Ils ne sont pas une attraction touristique, une expérience ou un mystère à percer. Ils ont le droit de choisir de ne pas entrer en contact. Depuis une petite île de l'océan Indien, passons maintenant à l'une des plus grandes forêts tropicales du monde. Voici le bassin du Congo en Afrique centrale. Il couvre une grande partie de la République démocratique du Congo et de plusieurs pays voisins. C'est la deuxième plus grande forêt tropicale du monde après l'Amazonie. Elle est immense. Il y a des endroits éloignés des routes, des hôpitaux et des grandes villes. Dans certaines communautés, la rivière est la seule voie d'accès et de sortie. La canopée, ou la cime des arbres, est très dense. À cause de cela, très peu de lumière atteint le sol de la forêt à certains endroits. Mais il n'est pas vrai qu'aucun rayon de soleil n'a touché le sol pendant des centaines d'années. Il y a des ouvertures dans la canopée. Des arbres tombent, des rivières, des clairières et des changements saisonniers laissent compasser la lumière. En outre, le bassin du Congo ne se compose pas seulement de marécages et d'eau stagnante. Il y a des forêts sèches, des forêts inondées, des savanes, des rivières et différents types d'habitats. Le grand danger ici n'est pas l'obscurité éternelle. Les longues distances, l'accès difficile aux soins, les conflits armés dans certaines régions, le paludisme et de nouvelles maladies infectieuses représentent des dangers bien plus graves. C'est ici que le virus Ebola a été identifié pour la première fois en 1976. L'Ebola ne flotte pas simplement dans l'air à travers la forêt, il se propage par contact direct avec le sang ou les fluides corporels d'une personne ou d'un animal infecté. Une épidémie dans une communauté isolée est difficile à contrôler rapidement. Il peut manquer de laboratoires, d'équipements de protection, de personnel de santé formé et de moyens de transport sûrs. Parfois, il faut plusieurs jours avant qu'un patient n'arrive au bon centre de santé. Il y a aussi le paludisme, la maladie du sommeil, la fièvre jaune et d'autres maladies dans certaines parties de la région. Mais il est faux de dire que les médecins sont constamment confrontés à un virus mystérieux qui tue en seulement quelques heures avant même qu'il ne soit identifié. Lorsqu'il y a une épidémie inhabituelle, les autorités sanitaires prélèvent des échantillons et effectuent des analyses en laboratoire. Parfois, il faut du temps pour identifier la cause. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a toujours un nouveau virus inconnu dans chaque village isolé. Actuellement, la République démocratique du Congo continue de faire face à des épidémies de maladies graves, y compris Ebola et Mpox. La distance des communautés, le manque de ressources, la peur des résidents et la violence dans certaines zones rendent la réponse encore plus difficile.
Il y a aussi des agents de santé qui se retrouvent en danger lorsqu'ils distribuent des médicaments, examinent des patients et suivent les contacts des personnes malades. Mais cela ne signifie pas que les médecins sont impuissants. Des vaccins en test pour certains types d'Ebola, des centres d'isolement, la recherche des contacts et l'aide d'organisations sanitaires locales et internationales existent. Outre la maladie, le bassin du Congo est aussi réputé pour la légende de Mokele Mbembe. On dit que c'est un animal immense, avec un long cou qui vit dans les rivières et les marécages. Il existe des histoires à son sujet provenant de certaines communautés locales et d'explorateurs. Certains le comparent même à un dinosaure sauropode vivant. Mais il n'y a encore aucune preuve fiable. Aucun fossile photo clair, échantillon d'ADN ou corps n'a encore été trouvé pour prouver l'existence d'une telle créature. Il est plus probable que l'histoire vienne d'une mauvaise identification d'un hippopotame, d'un éléphant, d'un grand reptile ou de récits traditionnels transmis de génération en génération. Le bassin du Congo est vraiment dangereux. Ce n'est pas à cause d'une malédiction sur la forêt, mais parce que beaucoup d'endroits sont éloignés des hôpitaux, routes et secours. Une personne malade ou blessée peut attendre des heures, voire des jours avant l'arrivée de l'aide. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est ici qu'un type d'Ebola a été identifié pour la première fois en 1976 dans une région de la République démocratique du Congo. Mais le virus de Marburg n'a pas été découvert ici en premier. Il a été identifié pour la première fois en 1967 en Europe, après que des travailleurs de laboratoire ayant manipulé des singes venus d'Ouganda soient tombés malades. L'Ebola et le Marburg ne se propagent pas simplement parce que la jungle est chaude, ils se transmettent généralement par contact direct avec le sang ou les fluides corporels d'une personne ou d'un animal infecté. Il y a aussi le paludisme et la maladie du sommeil dans certaines régions d'Afrique centrale. Le paludisme est transmis par les moustiques, la maladie du sommeil par la mouche tsetse. Rester longtemps dans une forêt dense est aussi épuisant. Les vêtements sont trempés, il est difficile de dormir et tout autour semble presque identique. Quand une personne a faim, est fatiguée et a peur, elle panique plus facilement. Mais il n'y a pas de preuve solide que cela provoque automatiquement des hallucinations. Ou bien la forêt elle-même provoque une profonde dépression. Maintenant, après le Congo, allons en Amazonie, la plus grande forêt tropicale du monde. Elle s'étend sur de nombreux pays d'Amérique du Sud. En raison de son immensité, de nombreux endroits n'ont pas de réseau, de sentiers clairs ou de secours rapides. Il est plus courant ici de se perdre, de souffrir de déshydratation, d'infections, d'inondations, de rivières rapides et de manque de nourriture. L'une des personnes les plus connues à s'être perdue ici est Percy Fawcett. En 1925, il s'est rendu au Mato Grosso, au Brésil, avec son fils et un compagnon. Il cherchait une ancienne cité qu'il appelait Z. Après leur dernier message, on ne les a plus jamais revus. On ignore toujours ce qui leur est arrivé. Ils pourraient être morts de maladie, d'accident, de faim ou de violence. Mais Fawcett avait raison sur un point important. L'Amazonie n'a pas toujours été inhabitée. Grâce au lidar, les scientifiques ont pu voir de grandes agglomérations, des routes, des canaux, des réservoirs et des plateformes sous l'épaisse forêt. Cela montre qu'il existait des communautés organisées et complexes dans certaines parties de l'Amazonie avant l'arrivée des Européens. Mais cela ne prouve pas l'existence exacte de la cité perdue de Z. Il existe encore des groupes indigènes isolés en Amazonie. Les autorités évitent de tout contact direct pour les protéger contre les maladies, la violence et la spoliation de leurs terres. Il existe aussi de nombreuses légendes sur l'Amazonie. L'une d'elles est celle d'Eldorado. Cela a commencé comme une histoire sur un chef qui utilisait de la poussière d'or lors d'une cérémonie. Plus tard, c'est devenu une légende sur une ville cachée faite d'or. De nombreux explorateurs sont morts en la cherchant, mais la cité d'or n'a jamais été trouvée. Il y a aussi des histoires sur des anacondas de plus de 15 mètres de long. Il est vrai que l'anaconda vert peut devenir très grand et qu'il est incapable de tuer un capybara ou un caïman. Il n'existe aucune observation vérifiée d'un anaconda aussi grand. La fourmi balle de fusil représente un danger bien plus réel. Sa piqûre est extrêmement douloureuse et peut durer plusieurs heures, mais l'effet n'est pas le même pour chaque personne. Il y a aussi une histoire célèbre sur le candiru, un petit poisson dont on dit qu'il peut pénétrer dans le corps humain. C'est en effet un parasite d'autres poissons, mais il manque de preuves scientifiques qu'il pénètre régulièrement dans l'urètre humain. Ce qu'il faut vraiment surveiller dans l'eau, c'est le courant fort. Rails, anguilles électriques, parasites et bactéries. Il y a aussi des plantes en Amazonie qui sont utilisées pour fabriquer du curare. Des groupes autochtones l'emploient au bout de leurs flèches ou de leurs fléchettes de sarbacane. Lorsqu'une quantité suffisante pénètre dans le sang, cela peut paralyser les muscles, y compris ceux utilisés pour respirer.
Mais ce n'est pas toxique au simple toucher. Au final, tu n'as pas besoin de malédiction ou de monstres pour que le Daintree, le Darien Gap, l'île North Sentinel, le bassin du Congo et l'Amazonie soient en dangereux. Le vrai danger vient de la taille de l'endroit, des maladies, du terrain difficile, des rivières rapides, du secours limité et des erreurs humaines. Ces forêts ne sont pas mauvaises, ce ne sont que des écosystèmes qui fonctionnent selon leurs propres lois.